à tous et bienvenue dans La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé avec nos spécialistes. Des cœurs qui s'emballent au battement trop lent, elle remet le rythme à sa juste mesure en véritable chef d'orchestre des battements par minute. C'est le docteur Sana Amraoui. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes cardiologue, rythmologue. Fracture cachée, tumeur minuscule ou calcul bien planqué, il voit l'intérieur de notre corps sans même nous ouvrir. Sur ces écrans, rien ne lui échappe, même ce qu'on aurait préféré lui cacher. Docteur Grégory Linsner, bonjour. Bonjour Jessica. Et vous êtes radiologue, on avait deviné. Qui a dit que l'urologie ne concernait que les hommes? Si la torsion testiculaire, le toucher rectal, la chirurgie de la verge n'ont plus de secret pour lui, il est aussi le spécialiste incontournable de l'incontinence urinaire chez la femme. Bonjour docteur Vidard. Bonjour Jessica. Et vous êtes bien sûr chirurgien urologue. Les infarctus, les AVC, les appendicites, les luxations, les allergies, les morsures de chat ou encore les bouffées délirantes, ça le connaît. Il est aussi l'ami que tout le monde rêve d'avoir, n'est-ce pas? C'est le docteur Thierry Firobe. Bonjour. Bonjour Jessica. Et vous êtes médecin urgentiste. À tout moment, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et nous écrire à l'adresse qui s'affiche maquestion@lasantésurtout.com. Allez, on commence cette émission avec un sujet qui concerne une femme sur deux, qui concerne ou concernera. On parle de l'incontinence urinaire. On a d'ailleurs une question pour vous, docteur Vidard. Une question de Nathalie, 48 ans, de Lille. J'ai des petites fuites quand je ris ou quand je fais du sport. On m'a dit que c'était normal après des enfants. À partir de quand parle-t-on d'incontinence ? Alors on parle tout de suite d'incontinence. À partir du moment où on a des pertes involontaires d'urine, c'est une incontinence urinaire d'urine. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut s'en préoccuper. Il faut pas vivre ça. Il faut pas l'accepter. Il faut pas commencer à le rentrer dans son quotidien comme une normalité. Il n'y a rien de normal. On ne doit pas fuir à tout âge. Et pourtant, c'est une pathologie assez fréquente qui va toucher beaucoup de femmes dans leur vie. Ça peut évoluer avec les années. Donc, il faut s'en préoccuper. Il faut en parler. Il faut consulter si nécessaire. Alors, comment ça se traite ? La première des choses, souvent, ça va déjà être des mesures qu'on dit hygiéno-diététiques, c'est-à-dire des habitudes, comment est-ce qu'on boit, la quantité, comment ça se passe, parfois le poids, les traitements associés, les choses. On va s'intéresser à tout ça. Et puis après, très souvent, si on parle juste de fuite à l'effort, la première des étapes, ça va être la kinésithérapie périnéale. Alors c'est assez intéressant parce que souvent les femmes ont une mauvaise image de la kinésithérapie périnéale où elles se disent « je l'ai faite » ou « je ne l'ai pas faite après mon accouchement ». Mais ça marche vraiment, dans plus de 60% des cas, ça va améliorer grandement la qualité de vie, ça peut traiter, guérir ou à défaut, ça va être un peu comme un coach, ça va nous accompagner dans la prise en charge. Entre le stress, le manque de sommeil, la malbouffe, le café, le sport aussi, qu'est-ce qui fatigue le plus le corps au quotidien? C'est une question de Hugo, 51 ans, il est à Marseille et elle est pour vous cette question, docteur Amraoui. Alors, le stress, c'est indéniablement des facteurs de risque les plus importants pour le cœur. Il faut savoir que le stress, c'est 1 personne sur 3 en France. Ça altère la tension artérielle, donc ça donne de l'hypertension artérielle. Ça altère la qualité de sommeil, ce qui est un des facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'on a au moins 1 personne sur 3 qui dort moins de 6 heures par nuit. Et donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et d'arythmie aussi, qui augmente aussi le risque de comorbidité. Donc ça diminue la qualité de vie et l'espérance de vie. Donc il faut gérer le stress. Voilà maintenant une question que beaucoup de gens se posent. Je dois passer une IRM et rien que d'y penser, je panique, le tunnel, le bruit. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui sont dans cette situation? C'est Leïla, 29 ans, de Paris, qui vous pose cette question. Leïla n'est pas la seule à avoir ce genre de stress et ce genre d'angoisse. Alors souvent les gens déjà confondent scanner et IRM. Le scanner, c'est une machine plus petite, donc si vous avez un scanner à passer, quand vous êtes claustrophobe, il n'y a aucun risque. Vous pouvez y aller tranquillement parce que c'est vraiment un tout petit anneau. Donc voilà, on rentre, il y a une table qui glisse à l'intérieur, donc ça se passe très bien. L'IRM, c'est souvent un peu plus compliqué et ça dépend du type d'examen qu'on va faire en IRM. Et quand on a des IRM des extrémités, souvent, par exemple une cheville, un genou, un poignet, une main, on ne va pas rentrer en totalité dans le tube, on va surtout, souvent avoir la tête qui reste à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Mais après, quand il faut, il y a des examens qui sont plus compliqués à gérer quand on a du stress et une claustrophobie pour rentrer à l'intérieur de la machine. Dans ces cas-là, on en discute
Éventuellement, il y a des traitements qu'on peut prendre qui aident à se calmer, à se détendre. On peut faire des séances de relaxation, ce genre de choses, pour essayer de penser à autre chose, fermer les yeux. Il faut arriver à s'abandonner, mais parfois on n'y arrive pas. Et dans ces cas-là, on essaie de trouver d'autres examens qui vont pouvoir pallier à ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours aussi bien, mais au moins on arrive à avancer sur le diagnostic. Certains peuvent s'endormir pendant une IRM, ça vous arrive de réveiller les patients? Alors oui, c'est un peu bruyant comme machine, mais on peut s'endormir. Moi-même, je suis déjà allé dans l'IRM pour faire des tests pour régler les machines, et c'est vrai que je me laissais aller avec un casque, et on peut arriver à s'endormir malgré le bruit. Dans la machine, il n'y a pas de problème. Merci, Dr Lancer. Allez, on enchaîne avec une question de Valérie, 55 ans, de Bordeaux. C'est pour le Dr Adrien Widar. J'ai senti une boule au niveau des parties génitales, sous la douche. Une amie me dit que ça peut être une descente d'organes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors oui, ça peut. Ça peut être une descente d'organes. C'est compliqué là. Juste, ça peut être une sensation, parfois aussi que les patientes ont. Et puis ça peut être variable en fonction des activités, du moment de la journée. Donc c'est un petit peu pareil. À partir de 45 ans, on a du mal à avoir les chiffres, mais on pense qu'une femme sur deux, environ 45%, vont avoir ce qu'on appelle un prolapsus, ou descente d'organes et ainsi de suite, mais qui pour beaucoup sont dits anatomiques, c'est-à-dire que en fait ça bouge, c'est vivant, l'anatomie féminine fait que ça évolue avec les années, avec l'âge, avec les grossesses, avec plein de choses, et on peut parfois sentir une petite anomalie en fonction de son activité, de ses transits, de son transit, de ce qu'on fait. C'est pas nécessairement anormal, c'est pas nécessairement pathologique. Le problème des femmes souvent, c'est qu'elles subissent le regard d'autrui, donc si elles vont consulter, elles vont être examinées par quelqu'un d'autre, et elles peuvent pas toujours bien interpréter ce qui peut leur être dit, et donc il ne faut pas hésiter parfois à prendre plusieurs avis ou aller voir vraiment des médecins spécialistes pour comprendre ce qui se passe. Merci Véronique pour votre question. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Ma question @lasantésurtout.com. Aïcha, 43 ans de Nanterre, justement, nous a écrit et elle nous dit: peut-on partir des urgences contre avis médical, et qu'est-ce que ça implique? Docteur Firob, vous êtes urgentiste, je le rappelle. Eh bien, à partir du moment où on s'inscrit aux urgences, on ne s'enferme pas en fait. Donc on peut partir des urgences à tout moment de son choix. La seule chose, c'est que si on a été amené aux urgences pour des raisons d'alcoolisation, de prise de drogue, de troubles psychiatriques, de démence, d'intoxication médicamenteuse, on est considéré comme n'ayant plus suffisamment de discernement, n'ayant pas les capacités intellectuelles de faire le bon choix. Donc à partir de ce moment-là, on considère que les patients ne peuvent plus sortir du service des urgences et que notre rôle, c'est de les protéger d'eux-mêmes. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conséquences particulières pour la patiente ou le patient qui veut sortir. Ils ne sont pas blacklistés ils si sont pas jamais ils fuguent? Du tout. Du tout. Ils peuvent fuguer. En fait, ils fuguent pas. Ils s'en vont. Ils ont le droit de partir. Il faut signer un papier, bien sûr. Ils signent une décharge qu'ils peuvent ne pas signer également. S'ils décident de ne pas la signer, ils peuvent parfaitement ne pas la signer. Et il n'y a aucune conséquence en termes thérapeutiques, parce qu'on leur propose toujours un traitement au moment où ils s'en vont. Et il n'y a aucune conséquence concernant les explorations complémentaires qu'ils ont déjà eues, s'ils en ont déjà eu, parce que nous allons regarder ces explorations complémentaires et faire le nécessaire si jamais il y avait quelque chose qui se présentait. Donc on les rappelle, on attire leur attention sur la conduite à tenir future, et ils gardent leurs droits de choix normaux. Ça arrive souvent, ça? Que les gens qui partent comme ça? Ça arrive régulièrement, oui. Pas tous les jours, mais régulièrement. Une question de Julien, 32 ans, de Dijon. Je dois faire une échographie du ventre et on me demande de venir la vessie pleine. Pourquoi c'est si important que ça, docteur Lancer? Vous êtes radiologue. Oui, parce qu'en échographie, en fait, d'ailleurs, quand on fait une échographie, tous ceux qui ont passé une échographie savent qu'on met un peu de gel pour faire un contact entre la sonde et la peau, parce qu'en fait, l'air est quelque chose qui arrête les ondes d'échographie. L'échographie, c'est un peu comme un sonar, c'est-à-dire c'est un appareil qui envoie des ondes, comme quand on tape dans l'eau, ça fait une petite vague. Là, c'est un peu le même principe, il y a des petites ondes qui traversent le corps. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a aucun danger, mais voilà, c'est comme un sonar. Et donc, en fait, si on a de l'air, ça stoppe les ondes. Et quand on doit regarder, la vessie pleine, c'est pour quand on doit regarder les structures pelviennes, donc le bas du ventre. Donc ça peut être la vessie, évidemment, ça va être pour les femmes l'utérus, les ovaires, pour les hommes ça peut être la prostate. Et si la vessie n'est pas pleine,
C'est-à-dire s'il n'y a pas cette interface liquide à l'intérieur, en fait souvent il y a les anses digestives, les intestins ou le côlon qui viennent se mettre à la place de la vessie et qui nous empêchent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la vessie pleine nous permet de faire une interface liquide qui nous permet d'avoir les ondes qui traversent et de voir ce qui se passe. Donc Julien, pensez bien à boire beaucoup d'eau ou du thé, du café, on peut boire ce qu'on veut. Voilà, exactement. Ce qui compte, c'est de bien remplir. Oui, bien remplir, mais pas trop, parce qu'après, sinon, c'est difficile de tenir. Parfois, on peut avoir un peu de retard dans les services de radiologie. Et donc, oui. Ce qu'on conseille, c'est de boire un demi-litre d'eau 1 heure avant l'examen. Ça suffit, ça permet de tenir. Et quand vous sentez que l'envie est trop pressante, n'hésitez pas à prévenir les secrétaires pour leur dire, voilà, j'ai vraiment, plutôt que d'aller aux toilettes et de devoir après attendre 2 heures de reboire, prévenez les secrétaires en disant, il faut que je passe rapidement parce que... c'est un bon tuyau, ça. Un bon tuyau pour passer devant tout le monde. Voilà. Hein. Parlons santé mentale. À présent, vous le savez, la santé mentale est la grande cause nationale en 2025. 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année en France et 53% des Français disent avoir été en souffrance psychique au cours de ces 12 derniers mois. C'est un sujet qui est vraiment important, y compris aux urgences. Docteur Firop, comment vous, à l'hôpital, vous prenez en charge ces patients qui sont en détresse ? La détresse mentale, ça se manifeste à plusieurs degrés. Vous avez des détresses mentales qui sont extrêmement légères, mais comme le recours au psychiatre n'est pas forcément toujours d'une simplicité folle sur le territoire français en ce moment, ils finissent aux urgences en espérant pouvoir voir un psychiatre. Et moi j'ai la chance de travailler dans un hôpital où le service de psychiatrie est très actif. Mais il y a quand même beaucoup d'hôpitaux de région parisienne et de province qui ne sont pas dotés de psychiatres et c'est extrêmement compliqué. Donc concrètement, quand ils arrivent en détresse mentale, psychique, comment vous les prenez en charge ? Vous contactez directement la psychiatre ? Pas du tout. Il y a d'abord une évaluation entre guillemets somatique qui est faite de chaque patient et si on a une psychiatre ou un psychiatre disponible, effectivement on le prévient pour lui dire que il faut venir le voir. Et mettre en place les conduites adaptées. Maintenant, la santé mentale, c'est aussi de la grande détresse psychiatrique avec des bouffées délirantes, avec des gens qui sont en rupture de traitement sur des schizophrénies et sur des psychoses très importantes et qui donnent des états d'agitation et des états d'agressivité qui sont extrêmement difficiles à gérer dans le service des urgences, pour lequel on doit utiliser des drogues pour les calmer et pour faire que ils n'agressent pas ni les autres patients, ni nous, ni leur famille. Mmh. Voici maintenant une question d'Isabelle, 58 ans de Rennes, pour le docteur Hamraoui. Que ce soit à la ménopause ou après une grossesse ou dans le cas d'une hyperthyroïdie, les femmes se plaignent de palpitations. Est-ce que c'est la faute aux hormones, tout ça ? Alors c'est vrai que les hormones, elles jouent un grand rôle dans la variation du rythme cardiaque et de la fréquence cardiaque. Et effectivement, avec la ménopause, on a une chute du taux d'œstrogène. Et donc ça favorise l'augmentation de la fréquence cardiaque, mais aussi parfois la survenue d'arythmies, de problématiques du rythme cardiaque. Mmh. Pendant la grossesse, on a aussi certaines pathologies associées comme l'anémie. Il y a aussi le déconditionnement à l'effort, parce qu'on fait un peu moins d'activité sportive, donc ça majore le rythme cardiaque. Et puis il y a tout ce qui est lié à la présence à la grossesse en cours, qui fait que ça majore le rythme cardiaque. Et puis l'hyperthyroïdie, oui, c'est un facteur d'augmentation de la fréquence cardiaque, et 2, ça augmente le risque d'arythmie. Donc oui, l'hyperthyroïdie majore la fréquence cardiaque et le risque d'arythmie. Merci. La ménopause est un grand facteur de risque cardiovasculaire chez la femme. Les autorités américaines ont changé leurs attitudes vis-à-vis des traitements systématiques de la ménopause, et notamment pour la prévention cardiovasculaire des femmes. On ne pense pas en fait à l'infarctus chez la femme. On pense que les femmes ne font pas d'infarctus. Je crois, c'est ça, c'est un grand message. Ouais. Alors en fait, il faut traiter la ménopause, il faut se faire surveiller, il faut se faire prendre en charge, parce que le risque, les femmes sont naturellement protégées par leurs hormones, et à la ménopause, elles galopent et rattrapent très très vite le risque des hommes. Et souvent sur des accidents cardiaques qui ne sont pas mis en valeur et auxquels on ne pense pas. C'est important de le dire, d'autant plus que les signes sont un peu différents chez la femme. Exactement. En fait, chez la femme, les signes sont différents, sont plutôt atypiques. Et donc, on peut largement passer à côté d'un infarctus. Donc, par exemple, on peut avoir des douleurs
de l'estomac, des douleurs au niveau du dos, des sueurs, des vomissements, enfin des signes qui sont totalement atypiques par rapport aux signes qu'on connaît de la grosse douleur à la poitrine, avec l'irradiation à la mâchoire, au bras gauche. Et donc on passe souvent à côté de l'infarctus chez la femme. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de collectifs et d'associations qui militent du coup pour l'information auprès des femmes sur ces symptômes qui sont assez atypiques. L'objectif étant une prise en charge rapide quand il y a un infarctus pour limiter tous les risques associés liés à cette pathologie. Oui. Édouard de Paris, qui a 65 ans, il nous dit « Je suis actuellement aux urgences car tout s'est bloqué lorsque j'ai eu envie d'uriner. On m'a posé une sonde, mais je ne sais pas ce qui va se passer. » Docteur Vidard, dans ces cas-là, alors Édouard de Paris, à qui on a mis une sonde urinaire. Donc ça s'appelle une rétention aiguë d'urine, ça peut arriver. La vessie est un organe particulier qui peut être parfois capricieux également. Donc c'est un organe qui est musculaire, donc qui se remplit, c'est ce qui nous assure notre continence. Et puis à un moment, on a besoin d'aller uriner et la vessie se contracte et permet de se vider. Donc souvent, on pense à des problèmes de prostate. La prostate grossit en vieillissant de façon naturelle, c'est pas nécessairement un cancer. Et parfois, effectivement, elle peut boucher la vessie, c'est ce qui peut arriver. Mais il peut y avoir d'autres causes. Elles ne sont pas nécessairement mécaniques. Ça peut être des causes neurologiques, ça peut être des causes, des problèmes de transit, tout simplement. Parfois, la constipation, ça peut bloquer les urines. Donc c'est pas nécessairement une solution chirurgicale après qui va se mettre en place. D'abord on va laisser la vessie se reposer un petit peu pendant quelques jours parce que c'est vraiment traumatisant pour une vessie d'être bloquée et distendue en rétention. Donc on va attendre que ces récepteurs, que les muscles se remettent en route. On va enlever la sonde et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que le patient urine de nouveau convenablement et surtout est-ce qu'il vide correctement sa vessie? Ça, c'est les choses importantes pour nous. On utilisera justement notre collègue radiologue qui vérifiera comment se vide la vessie, puis il va évaluer s'il y a un obstacle sous la vessie ou non. Et c'est à partir de là, c'est souvent un signe d'alerte. Une rétention aiguë d'urine, c'est qu'il se passe quelque chose, il va falloir trouver la cause, sinon ça va recommencer. C'est jamais agréable de consulter en urgence, de se faire mettre une sonde urinaire. C'est souvent des mouvements éprouvants pour les patients. Et donc, il faut être dans la prévention ou, si c'est arrivé, trouver la cause pour la traiter. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez nous écrire à maquestion@lasantésurtout.com. Une question pour le docteur Grégory Lanzner. Avant une IRM, on m'a dit de retirer tout le métal que j'avais sur moi. Je l'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe si un jour j'oublie ? Alors, souvent, il n'y a pas de danger majeur à garder un objet métallique sur soi, un piercing, une boucle d'oreille, quelque chose. On ne va pas tout faire sauter ? Non. Mais en fait, l'IRM, c'est parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une IRM. Une IRM, c'est un aimant. Quand vous approchez du métal près d'un aimant, il est attiré. Là, c'est un peu la même chose. Alors, il y a souvent les bijoux, les piercings sont en or ou en argent, ou en titane, ce qui ne pose pas véritablement de problème, mais souvent, ce n'est pas un métal pur. Donc, il peut y avoir des petits dépôts de fer à l'intérieur qui, du coup, le seul risque, c'est que ça chauffe un petit peu et ça peut brûler un petit peu la peau au contact. Donc, c'est ça le risque principal pour vous. Mais il y a également aussi un problème pour nous, pour les images, c'est-à-dire que quand il y a du métal ou même de l'or à l'intérieur, ou un enfant qui a des bagues, il n'y a pas de danger pour les bagues, mais ni pour les dents, ni pour les lèvres ou la gencive des enfants ou même des adultes. C'est juste que nous, au niveau des images, ça va faire des artefacts métalliques, ça va faire un gros halo noir dans lequel on ne va rien voir. Et donc ça va nous gêner pour l'interprétation. Donc évidemment, on ne va pas enlever les bagues pour faire un examen, mais on va peut-être proposer de faire un autre examen à ce moment-là, où on va avoir une adaptation, ou différer, si on peut différer. Ça, c'est pour les éléments métalliques qu'on ne peut pas enlever. Par contre, tout ce qu'on peut enlever, évidemment, il faut l'enlever parce qu'il y a le petit risque de brûlure locale et puis le risque pour l'interprétation des images si on est au contact de la zone à explorer. Une question pour vous, Dr Firob. Est-il vrai que l'avion augmente Ce sera la dernière. Est-il vrai que l'avion augmente les risques de faire une thrombose ? Eh bien, oui, mais pas que l'avion. L'avion fait partie des trajets prolongés, mais si vous faites un trajet de 8 heures en voiture et que vous ne descendez pas de votre voiture, eh bien, vous avez exactement le même risque que quand vous prenez l'avion. Et donc, il faut s'astreindre à s'arrêter, à marcher, à descendre de voiture, à bouger. Pas de contention ? Après, il y a des facteurs de risque. Qui sont des facteurs de risque constitutionnels, comme le tabac, comme l'obésité, comme l'âge.
Par exemple, après 70 ans, on a 7 fois plus de risque de faire une thrombose veineuse qu'avant. Il y a des facteurs médicaux temporaires comme la grossesse, le postpartum, comme le post-opératoire, comme les fractures immobilisées. Et donc ça, on est obligé d'en tenir compte. Et il y a aussi des facteurs médicaux permanents qui sont, quand on a un cancer en cours de traitement, un cancer actif en cours de traitement, toutes les maladies inflammatoires chroniques et des facteurs thrombogènes circulants familiaux qui font qu'on est à haut risque de thrombose veineuse. Alors, quelqu'un de jeune qui a aucun antécédent, qui a aucun traitement, quand il prend l'avion, la seule chose qu'il a à faire, c'est mettre des vêtements confortables, s'hydrater correctement et marcher régulièrement. Si vous passez l'extrême inverse ou avec des gens avec des facteurs de risque, il faut les bas de contention en plus. Et certains, souvent, ont besoin d'une injection d'un anticoagulant pour le vol. Mais peut-être que tu as des choses à rajouter parce que c'est ton monde. Il y a aussi la pilule. La pilule, oui. Chez les jeunes, oui, effectivement. Chez les jeunes femmes, il y a aussi la pilule qui est un des facteurs favorisants qui augmente le risque. Et puis toutes les pathologies chroniques, mais tu l'as très bien expliqué, effectivement, avec le cœur, donc qui a un problème de circulation veineuse et de retour veineux, qui fait qu'on a plutôt tendance à leur proposer effectivement le port de bas de contention. C'est vrai que les jeunes femmes, on leur dit aussi de mettre des bas de contention. On parlait de l'avion, vous êtes tous les 4 médecins. Quand on demande s'il y a un médecin dans l'avion, c'est pour vous? Un cardiologue dans l'avion, une cardiologue dans l'avion, ça fait moi, rêver. Je me suis inscrite à un programme avec une compagnie aérienne française où du coup je me suis identifiée en tant que médecin. Doctors Community on Board. Tous les quatre Docteur Lancer aussi? Oui, tout à fait. Et racontez-nous alors comment ça se passe. Donc déjà quand on arrive, on vient nous saluer pour savoir quelle est notre spécialité. Comme ça, s'il y a des besoins spécifiques, ils savent aussi où nous trouver. Et puis bon, si besoin, on est là. Hein. Ça vous est déjà arrivé? C'est bien, c'est super. C'est vachement pratique. C'est vachement pratique en avion d'avoir un urologue. Ça m'est arrivé qu'une fois. Alors que moi, oui. C'est vrai? Ouais. Et c'était pourquoi? Et c'était pour quelqu'un qui était tombé, une chute sur un malaise vagal. Du coup, on a relevé les jambes. Voilà. Mais du coup, j'ai pris le pouls, on a pris la tension, tout ça. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, effectivement, sur un long courrier. C'est rassurant d'avoir un médecin à bord. Et vous, docteur Firob? Moi, ça m'est arrivé au moins 2 fois. Donc déjà, et je prends pas trop que ça l'avion. Donc 2 fois. À chaque fois que vous prenez l'avion, ça tombe sur vous? Non, pas à chaque fois. Mais bon, après, à partir du moment où vous dites que vous êtes urgentiste, qu'ils savent qu'il y a un urgentiste dans l'avion, c'est foutu. Hein. Comme vous avez dit, je suis le meilleur ami de tout le monde. C'est ça. Une autre question pour docteur Lancer. J'aimerais faire ma première mammographie, mais je suis toute plate. Est-ce que c'est possible quand même? C'est une question de Camille qui a pile 50 ans. Donc qui rentre dans le cadre du dépistage organisé qui est à partir de 50 ans. Alors comment ça se passe si vraiment on n'a pas de sein du tout? Parce que normalement dans la mammo vous pressez le sein en fait. Dans la mammo on tire un peu le sein pour l'étaler entre 2 palettes. Alors s'il n'y a pas de sein, c'est-à-dire que si c'est comme un garçon, entre guillemets, alors c'est vrai qu'on peut toujours tirer un petit peu la peau, mais on ne va pas pouvoir faire une mammographie très performante. Dans ces cas-là, on passe à l'échographie. Maintenant, dès qu'il y a un tout petit peu de poitrine, même un bonnet A, on peut arriver à faire une mammographie et à tirer. Alors, c'est un peu plus désagréable quand il y a des petits seins, parce que ça peut du coup faire un peu plus mal, parce qu'on doit tirer un peu la peau, mais c'est réalisable. En fait, c'est à nous de juger au moment de faire l'examen si on va pouvoir y arriver ou pas du tout. Allez, on continue avec d'autres questions pour vous, docteur Amraoui. Est-ce que troubles du rythme et sport font bon ménage? Alors, globalement, le sport est conseillé, mais chez les patients qui ont des troubles du rythme, mais déjà, par définition, il faut qu'il y ait un suivi cardiovasculaire avec soit un cardiologue et de préférence avec un rythmologue, donc un médecin qui est spécialisé dans les problématiques de rythme cardiaque. C'est ce que vous faites, vous? C'est ce que je fais exactement. Ouais. Et donc, ça permet d'identifier les types de sports qui peuvent être effectués et l'intensité qui peut être réalisée au cours de l'effort. Alors, il y a certaines arythmies, comme une des arythmies qui est la plus fréquente dans le monde, qu'on appelle la fibrillation atriale, qui est très fréquente en France, puisqu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont touchées, et qui ne contre-indique pas la pratique de sport, mais on ne recommande pas d'aller dans une pratique intense, en tout cas pas avant de la traiter. Et puis il y a d'autres arythmies qui sont beaucoup plus complexes, comme les arythmies du ventricule, qui sont plus à risque. Et là, du coup, il faut vraiment avoir
un encadrement avec un cardiologue, mais surtout un rythmologue. Parce que certains sports sont contre-indiqués, notamment les sports intenses ou d'endurance prolongée. Allez, c'est le moment de passer à notre quiz santé. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, madame, pour répondre aux questions? Non, vous voulez partir? Non, le buzzer. Ah, le buzzer. Je pensais que vous sur le disiez, buzzer. moi j'y vais. Non, Moi, sur le le quiz, buzzer. j'y vais. Ah, allez-y. Moi, je vais faire comme d'habitude, je vais demander l'avis des spécialistes. Comment se nomme la phobie des médecins? La scaléophobie, la tocophobie ou la iatrophobie? Est-ce que vous savez? Est-ce que quelqu'un sait déjà? Si vous êtes sûr de votre coup, ne donnez pas la réponse. Moi, j'ai triché parce que j'ai vu la question Ok. pendant le maquillage. Ok, donc vous êtes éliminé. Je suis éliminé. Ensuite. Ah, moi, j'ai pas d'idée. Ah. Docteur Vidard. Il faut regarder la racine latine. J'ai Et je dirais la iatrophobie. Ah non, moi je m'enlèverais. Ou grec. Je sais pas. Tocophobie, scaléophobie, iatrophobie. Moi, je serais allée dans scaléophobie. Eh bien non, la bonne réponse, c'est la iatrophobie, c'est la peur des médecins. Iatrogène, c'est la même origine. Ouais. Ah voilà. Allez, on continue. Quel est le pourcentage des gens constipés en France? Les femmes sont 2 fois plus concernées que les hommes, je tiens à le dire. 1 Français sur 5, 3 Français sur 5 ou 4 Français sur 5? 3, ça fait beaucoup, hein? Moi, je dirais 3. 3 sur 5. Docteur Lenser, vous êtes d'accord avec vos collègues? Oui, on fait toujours l'unanimité. On est toujours unis. Eh bien non, vous avez Non, tous et tout faux. un sur Un Français sur 5 a des problèmes de constipation. Le pays où on est le moins constipé, pour info, hein, c'est l'Australie. Et là où on est le plus constipé, c'est le Ghana. Ok. Et oui, alors on rigole, mais la constipation, c'est une pathologie. Donc si vous êtes concerné, bien sûr, parlez-en avec votre médecin. Et ne venez pas aux urgences, s'il vous plaît. Bah, si on est très constipé depuis 4-5 jours, à un moment donné, Ils vous ont pouvez le nous temps aider de peut-être aux faire urgences. nécessaire. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des comportements sociétals qui rentrent en jeu. C'est pas que l'alimentation. En fait, on se rend compte qu'il y a des gens, même si on leur fait manger la même alimentation, ils vont pas produire la même quantité de sel, notamment les femmes aussi. Question suivante. Combien de temps faut-il rire par jour pour être en bonne santé? Ça réduit le stress, ça fait baisser la tension artérielle, ça oxygène notre cerveau, notre cœur. Combien de temps il faut rire par jour? 5 minutes, 15 minutes ou 25 minutes? À 25, le max. Ah ouais, carrément. Docteur Vidard, vous n'êtes pas le dernier hein, pour rigoler. Le plus, ouais, le max, mais je crois que c'est 15 minutes. Il y avait des études là-dessus qui disent ça, mais je dirais maximum. Qui peut le plus, peut le moins. Docteur Lenser. J'étais plus sur 15 minutes, mais oui, le plus possible de toute façon. Il faut. C'est Et ça, vous autant Vous avez que encore regardé mes fiches? Vous êtes encore Pas du éliminé? tout, pas du tout. Je n'ai pu tricher que sur la fait ça première. Bah, c'est Mais au j'ai maquillage. triché, Désolé, non. c'était au maquillage. Donc, commencez pas. Hein. La bonne réponse, La bonne réponse, c'est 25 minutes. c'est 15 minutes. Ah. Mais si vous riez 25 Autant que minutes, on possible. vous en voudra pas, hein, bien entendu. Et après, c'est un risque d'incontinence urinaire. Ah, mais oui. Bravo à vous. Non, vous, je vous dis pas bravo, docteur Firob, mais bravo. Ah oui, mais c'est... La triche, c'est pas beau. Bravo à vous, en tout cas. J'ai pas fait exprès. Hein, en plus, commencez pas. Va être mis au point pendant 15 minutes, là, et pas pour rigoler. Hein. Bah, non. Merci à vous 4 pour votre participation à cette émission. La santé surtout, c'est terminé, mais vous pouvez bien sûr envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. Merci à vous, à bientôt. Merci, Sia. Et la santé surtout.